Belle soirée. Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 de France 3 Alpes et Rhône-Alpes. Au sommaire de notre édition, l'ascension du Mont Blanc déconseillée par les autorités. Suite aux fortes chaleurs, la voie normale, très fréquentée en été, est devenue instable avec de nombreuses chutes de pierres. On connaît les traboules lyonnaises pour leur rôle au temps des canuts. Vous verrez dans ce journal qu'elles ont été fort utiles aux résistants sous l'occupation. À la Croix-Rousse, une visite guidée leur est consacrée. Et puis, nous prendrons de la hauteur pour traverser le Rhône sur la pointe des pieds à la suite des slackliners. Ces funambules nouvelle génération se mesuraient aujourd'hui à Ancône, près de Montélimar. Depuis une semaine, on observe des températures positives à plus de 4000 mètres d'altitude et certains jours jusqu'au sommet du Mont Blanc. Conséquence, la neige fond et plus rien ne retient les rochers. D'où cet arrêté qui appelle les alpinistes à la plus grande vigilance sur la route du refuge du Goûter. Les explications de Maxence Regnault et Jordan Guéant. Malgré les messages d'alerte, cet alpiniste catalan ne renoncera pas, direction le sommet du Mont Blanc. On assume ça et on va essayer de passer à la nuit, à minuit, non, vers 2h du mat. Donc, à mon avis, c'est un peu plus limité les dangers. Le risque est pourtant bien réel. Depuis 4 jours, il ne gèle plus au sommet du Mont Blanc. Les blocs de pierre se détachent donc de la glace et dévalent alors la montagne. Un risque considérable pour les alpinistes. De plus en plus, on voit des alpinistes qui font le Mont Blanc dans n'importe quelle condition et à n'importe quel moment de la journée. Eh bien, la montagne, ça se respire, ça s'écoute et il faut rappeler ces messages qui sont très importants. Car chaque jour en été, près de 300 grimpeurs tentent l'ascension. Le Mont Blanc coûte que coûte, quitte à multiplier les risques d'accident, alors que d'autres sommets sont bien plus sûrs. Que ce soit de l'escalade ou des arêtes rocheuses classiques, donc ça c'est excellent. Les glaciers sont plutôt bien bouchés. Et puis moi par exemple, là en ce moment il y a des très bonnes conditions dans le bassin de Tré-la-Tête au Contamine. Donc pour ceux qui préfèrent les courses de neige. Dans la vallée, un seul mot d'ordre, patienter. Les températures négatives devraient faire leur retour au sommet d'ici quelques jours à peine. Cette inertie qui va encore durer un moment, mais sans doute 48 heures, 72 heures, enfin 2 à 3 jours, ça va se stabiliser, se normaliser, il va bien geler la nuit, ils refont encore bien chaud, mais là on va passer en septembre. Et en septembre, les jours sont nettement plus courts et donc le risque va fortement diminuer. En milieu de semaine, les conditions seront donc de nouveau optimales, de quoi marcher en toute sécurité dans les pas de Jacques Balmat, le premier homme à avoir gravi le Mont Blanc. Un incendie à présent comme on en retrouve souvent en période de canicule. Au-dessus d'Aubenas sur la commune de Lentillère, 2,5 hectares de forêt sont actuellement la proie des flammes. L'incendie est en passe d'être maîtrisé, nous dit-on. 2 Canadair sont sur place ainsi que près de 70 pompiers afin de maîtriser la fournaise. Une nouvelle qui devrait soulager de nombreux Lyonnais. Le périphérique nord, condamné tout l'été pour cause de travaux de mise en sécurité, rouvre à la circulation demain matin. Sans le fameux Théo, les bouchons ont été nombreux ces 6 dernières semaines, mais le chantier n'est pas terminé et les 55 000 usagers quotidiens doivent se préparer à de nouvelles fermetures nocturnes, cette fois. Dans la Drôme, les tirs de prélèvement se poursuivent à l'encontre du loup. Hier, sur la commune de La Chapelle en Vercors, l'un d'entre eux a été abattu. Depuis le début de l'année, 50 attaques de canidés ont été recensées pour 167 victimes parmi les troupeaux du département. Un tout petit animal à présent, mais qui fait des ravages, la pyrale du buis. Dans l'Ain, plusieurs communes du Bas-Bugey ont dû interdire certains sentiers de randonnée, des secteurs entièrement défoliés par la chenille et qui pourraient prendre feu à la moindre imprudence. Les traboules, ces passages étroits permettant de traverser certains quartiers de Lyon d'immeuble en immeuble, font partie de l'histoire de la Soierie, mais pas uniquement. Sous l'occupation, la résistance y a abrité des rendez-vous clandestins. Elisabeth Philly et Patrick Perel ont visité ce patrimoine bâti. Dans le quartier de la Croix-Rousse, les touristes découvrent l'action menée par les résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Lyon a bel et bien été la capitale de la résistance. On a eu ici les premiers mouvements de la résistance qui se sont créés et on a également d'autres mouvements qui ont été créés ailleurs mais qui se sont rassemblés ici à Lyon.
Cette vie clandestine s'est déroulée dans les traboules, ces passages reliant les immeubles les uns avec les autres. Il fallait organiser les sabotages, les actions de renseignement discrètement. Alors quand on a une mallette avec des faux papiers, on a envie d'être discret, le plus discret possible. Donc forcément, on emprunte ces traboules. Aujourd'hui, on considère un peu ces passages comme des passages secrets, mais qui ne l'étaient pas. C'est des passages, ça fait partie de la ville de Lyon, de l'architecture de la ville, et ça a été utilisé au fur et à mesure des années, pendant la période de l'occupation par la résistance. Aujourd'hui, beaucoup de ces portes sont fermées, donc ça éveille aussi la curiosité de nombreux visiteurs. Mêler la visite de la ville avec une page de son histoire séduit les touristes. Beaucoup ignorent les actions des résistants à Lyon qui ont permis de libérer le pays. Déjà, je ne savais pas le rôle aussi charnière qu'avait pu avoir Lyon pendant la résistance. Je savais que c'était une capitale au début en zone libre puis occupée. Pour moi, les grands faits marquants de Lyon, c'était surtout la Révolution, où elle a été aussi très active. Mais je ne savais pas que pendant la résistance, il y avait eu un rôle aussi charnière. J'ai choisi de faire cette visite juste parce que c'était une manière un peu différente de visiter la ville, avec un regard du coup sur notre passé aussi. Et donc je trouvais ça intéressant. C'était une manière un peu alternative, si vous voulez, de visiter la ville, quoi. Et d'emprunter notamment les traboules, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. On ne sait pas forcément où c'est quand on n'est pas lyonnais, etc. Tous ont marché, ou plutôt traboulé, près de 2 heures depuis la colline jusqu'au bord du Rhône, le temps de retracer cette période sombre et héroïque de l'histoire de Lyon. Chaque été, plus de 80 000 touristes visitent Volvic, dans le Puy-de-Dôme, pour sa célèbre source d'eau minérale. Cette source, on ne peut pas la voir, mais certains la ressentent. Un sourcier initie les néophytes à cette pratique mystérieuse. Manon Le Charpentier et Harmonie Passionne ont tenté l'expérience. On prend la petite partie du L dans ses mains, et dans un premier temps, ne les serrez pas. Il faut que le souffle d'un farfadet puisse les faire bouger. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et plus j'avance et plus je me rapproche de l'eau, plus mes baguettes se sont croisées. Ce n'est pas de la magie, pas de la physique non plus. On appelle cela de la rhabdomancie, l'art de trouver des sources, parfois des mines ou même des trésors, avec des baguettes. Cela existe depuis 6 siècles. Aujourd'hui, ils sont 5 à s'y initier à Volvic. C'est pas vous qui les faites bouger là, les baguettes, comme ça ? Pas du tout. Ah non, non, je ne fais rien bouger du tout. Le récepteur, c'est la personne qui tient les baguettes. Les baguettes, et c'est pour ça qu'on en trouve dans différentes matières, en fait, ne sont que là pour amplifier, c'est une hypothèse, un mouvement involontaire que la personne qui les tient pratique. Et pour trouver une source, il y a plusieurs techniques. Des baguettes en L qui se croisent, celles en Y qui remontent ou redescendent, ou encore le pendule qui oscille. Une fois en main, il n'y a plus qu'à se laisser guider. En fait, je sens rien, mais en fait, les baguettes, ils glissent. Mais je sens rien. En fait, il faut au moins essayer d'y croire. Yes. Ça marche pas avec vous. Ça marche pas. Pas de chance. Je suis destiné à pas boire de l'eau. Vous y croyez, vous, monsieur, du coup, à tout ça ? Pas du tout. Ah oui. Si, je sens. Vous sentez quoi, dites-nous ? Si, là, il y a une force, effectivement, ça résiste. Hein. Quand on a un esprit ouvert, je pense qu'on est réceptif à tout. Mais bon, si vous voulez vraiment trouver quelque chose, vous le trouverez. Pour moi, c'est ça. Mon mari, pas du tout. Hein. Séquence nostalgie. À présent, le village de Mai, dans les Monts du Lyonnais, célébrait aujourd'hui sa 42e fête de la batteuse. Une reconstitution fidèle des moissons d'antan. Reportage couleur sépia avec Cécile Banazic et Patrick Perel. Préparez-vous à remonter dans le temps, nous vous emmenons en 1907. Cette année-là, la récolte est bonne. Patrick et ses gars, ceinture de flanelle et pantalons de velours, sont prêts à battre le blé. Et c'est grâce à cette batteuse actionnée par cette locomobile qu'ils vont séparer les grains de la paille. Cette vieille technique, totalement désuète aujourd'hui, est remise au goût du jour chaque année par les habitants de Mai. C'était des gestes qui étaient très durs, c'était un dur labeur pour les agriculteurs. Maintenant c'est facile, on monte dans un tracteur et puis on a la climatisation, c'est facile. Là on était à la poussière et c'était un dur labeur. Et il faut le transmettre pour nos générations qui viennent, qui sachent quand même d'où ils viennent et comment ça se passait, quoi. Au début du XXe siècle, cette machine à vapeur était à la pointe de la technologie. Les ouvriers agricoles passaient de ferme en ferme vendre leurs services aux paysans qui venaient de terminer leur moisson. Mais à partir des années 50, les tracteurs arrivent, les moissonneuses batteuses sont créées et cette technique tombe dans l'oubli.
Jusqu'au jour où une bande de passionnés décide de lancer leur fête de la batteuse. Moi, je suis un amoureux de la vapeur, donc de tourner avec une locomobile à vapeur, d'entendre tourner les batteuses, alors ça c'est merveilleux. Les lieuses aussi, quand elles travaillent dans les champs, les chevaux, tout ça, il n'y a pas de bruit, on n'est plus dans le même monde que notre monde trépidant de maintenant, c'est indescriptible. Et comme à l'époque, c'est en musique que le battage du blé se termine. Ici, les habitants de Mai ont opté pour la farandole. En 1907, ce sont des airs d'accordéon qui résonnaient dans les champs. Nous entamons notre page sport avec du football. L'AS Saint-Etienne recevait Toulouse à 17h pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à l'issue d'une rencontre un peu terne. Il s'agissait pour les Verts d'un duel à ne pas rater afin de distancer dans la course à l'Europe avant la trêve internationale. Mauvaise soirée hier pour les équipes régionales engagées en top 14. Les rugbymen grenoblois ont perdu à domicile 19-22 face à La Rochelle. Une spirale de l'échec entamée en fin de saison derrière et que rien ne semble pouvoir arrêter. Le FC Grenoble est déjà dans le rouge au classement. Et puis, pour les Lyonnais, la défaite est sans ambiguïté, 29-16. Le Loup a largement cédé devant le Racing 92. Pas facile, en effet, de résister aux champions de France qui jouaient devant son public. Allez, pénalité importante de Frédéric Michalak. Elle passe entre les poutres. En athlétisme, une nouvelle médaille d'argent pour Mélina Robert-Michon. Dans le cadre de la Ligue de Diamant à Paris-Saint-Denis ce week-end, la vice-championne olympique lyonnaise obtient la 2e place au disque dames avec un G à 64,36 m quand même. Un sport patrimoine à présent avec les finales du championnat de France de joute à Givors dans le Rhône. Ce rendez-vous qui rassemble tous les clubs de la vallée du Rhône a séduit 10 000 spectateurs. Jean-Paul Savary, Pierre Lachaud reviennent sur cette tradition entretenue depuis 130 ans par la Société des Sauveteurs. Flo, c'est pas fini, allez! Flo, Florian Hulas, est ici chez lui puisqu'il est de Givors. C'est la première fois qu'il dispute une finale senior. Alexis Boisson, son adversaire, est de Chasse-sur-Rhône. Depuis le début du siècle, il domine la catégorie des poids légers à la méthode givordine. À la méthode givordine, les bateaux se croisent par la droite. Alexis Boisson pratique aussi la méthode Teddy Riner. Il gagne toujours. Il remporte ici son 12e titre national. Comme Teddy Riner, mais aussi comme tous les participants à ces championnats, Alexis Boisson a beaucoup sacrifié pour cela. Vous avez 9 mois de préparation pour 3 mois de plaisir. Donc c'est quand même pas beaucoup. Donc la saison est très courte, très traumatisante. On est quand même très fatigué en fin de saison. Et je sais que pour ma part, le côté souplesse est très important et c'est beaucoup de travail. Et après, il faut aussi de la musculation, de l'endurance. Donc il y a pas mal de travail pour pas beaucoup en temps de plaisir, malheureusement. Les jouteurs sont aussi des athlètes de haut niveau qui allient donc force et souplesse. Mais la joute vient de beaucoup plus loin que les autres sports. Même au temps des Égyptiens, des Romains, on joutait, c'est-à-dire qu'ils ont transformé les tournois à cheval en tournois nautiques. Alors pourquoi on joue en bateau? Parce qu'il est plus facile de tomber dans l'eau que de tomber par terre. Dans la vallée du Rhône, ce n'est pas la seule raison. Avant d'être jouteurs, les sauveteurs de Givors, qui fêtaient ce week-end leurs 130 ans, sont nés pour lutter contre les caprices du fleuve. Pendant longtemps, on a eu un rôle pour les inondations qui était vraiment important. La population nous appréciait surtout pour ce rôle. Et comme les inondations, il y en avait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, le Rhône est canalisé et à Givors, les sauveteurs-jouteurs ont leur bassin, tout comme les rugbymen ont leur stade. Après l'eau, l'air, c'est l'une des disciplines de la chute libre spectaculaire et extrêmement technique. Le parapente acrobatique tenait son championnat du monde ce week-end sur le lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Céline Aubert et Cédric Picot ont suivi une équipe de France très talentueuse. Regardez. Col de la Forclaz, une vue saisissante de beauté sur le lac d'Annecy, à vous donner le vertige. L'un des plus beaux sites de parapente au monde, lieu idéal pour une compétition mondiale. Et du thermique, on peut se promener, c'est vraiment génial. Ouais. Le spot est idéal, ouais. Le spot est bien, ouais, est vraiment bien. Ouais. 60 pilotes vont décoller de la Forclaz pendant ces championnats du monde. Des Suisses, des Italiens, des Autrichiens. Les meilleurs mondiaux, les Français.
Dans ce sport très technique, le parapente acrobatique, ils excellent. Beaucoup sont du coin, Savoie ou Haute-Savoie. Ce spot, ils le connaissent par cœur. Qu'on soit ici ou en Italie, on vole à peu près pareil, mais pour le public, pour les copains qui sont là, la famille, c'est sûr que c'est super bien. La force des Français, ils sont extrêmement engagés, des champions dans les airs, maîtres des vrilles et des tumblings. Cette figure aussi, la spirale de la mort. L'aile du parapente frôle les eaux. C'est souvent là que le pilote prend des points, à condition d'atterrir sur le radeau. Ouais, le posé 3-6, on pose sur un raft qui fait 4 mètres sur 6. Et du coup, c'est super dur de l'atteindre. Il y en a pas mal qui finissent à l'eau. Et si tu finis au raft, ça peut vraiment démarquer certains pilotes. Particulièrement talentueuse, c'est cette nouvelle génération de pilotes français qui a incité la fédération à organiser à nouveau des championnats du monde, ici, en Haute-Savoie. Les derniers, c'était en Suisse en 2006. C'est un sport qui évolue. C'est vrai que le championnat du monde n'avait pas eu lieu depuis longtemps, mais chaque année, on a des vainqueurs de circuit Coupe du Monde. Et donc c'est un sport qui se porte plutôt bien et qui se développe. Dépités par un mauvais départ, les Bleus ont tout de même de bonnes chances de rafler les premières places. Restent 7 jours de compétition et de haute voltige au-dessus du lac d'Annecy. Slackline, un nouveau nom pour une pratique, le funambulisme, qui se renouvelle et fait fureur. Ce week-end à Ancône, près de Montélimar, une compétition a réuni près de 200 participants. L'occasion de découvrir cette discipline acrobatique. Hugo Chaplon et Stéphane Yvon en sont restés sous le charme. La concentration est optimale, la sensation, celle de marcher sur l'eau. Pour les participants à cette compétition de slackline, calme et dextérité sont fondamentaux. C'est un peu comme du yoga. On prend de l'équilibre, on prend son temps, etc. Bon là, les speedlines que vous avez vus, c'est plutôt... On a tout le monde derrière qui nous pousse à aller vite. Mais normalement, le but, c'est un peu de se détendre et de prendre le temps de marcher et, voilà, et de faire entre guillemets, le beau mouvement pour traverser. Exercice de funambule, la slackline se décline aussi en discipline acrobatique. Emiliano est le vainqueur du concours 2016. Sur le fil, je me sens en liberté. Quand je suis dessus, je peux faire ce que je veux. Je pense uniquement aux figures, je ne pense jamais à la chute. La sensation est vraiment trop bonne. Et pour comprendre les rudiments de la discipline, petite leçon avec Coralie, vice-championne du monde de Trickline. La position de base, c'est celle que je suis en train de faire, c'est le butt. Après, il y a un chest, donc c'est sur le ventre. Et puis il y a debout aussi. Et après, on peut combiner soit en faisant des tours latérales, soit en faisant des rotations transversales. Si la majorité des pratiquants exercent déjà un sport, la discipline se veut ouverte à tous. Il y en a plein qui vont nous dire « j'y arrive pas parce que j'ai pas d'équilibre ». Et en fait, c'est un équilibre qui s'acquiert. N'importe quelle personne, à partir du moment où on sait marcher, donc même un enfant de 3 ans, est capable de commencer à s'y mettre. Plus qu'un phénomène de mode, la slackline compte un nombre croissant d'adeptes. À vous maintenant, peut-être, de vous jeter à l'eau. De la glisse accessible à tous maintenant, la commune de Mornan près de Lyon accueillait ce week-end le plus grand toboggan de France. Une rampe de 150 mètres de long à dévaler sans modération. Petits et grands ne sont pas priés, vous le voyez. Ex-Auto Légende, 16e édition, a rassemblé ce week-end 2000 voitures anciennes. Les amoureux de belle mécanique se sont retrouvés sur les bords du lac du Bourget en Savoie autour de motels remontant au début de l'automobile. Le reportage de Gilles Ragry et Xavier Schmitt. Capot interminable, ligne aérodynamique, elle est reconnaissable entre toutes. La Jaguar Type E, la légendaire voiture de sport anglaise. Ici, un modèle de 1969. Sa conception d'avant-garde faisait l'admiration de l'un des génies de l'automobile. Enzo Ferrari, et c'est connu et reconnu dans le milieu, évoquait que c'était la plus belle voiture du monde en parlant de la Jaguar Type E. Donc c'est vraiment une référence en termes de design encore aujourd'hui.
Mais les rivales ne manquent pas. Près de 2000 voitures de collection sont au rendez-vous. Toute l'histoire de l'auto. Les belles américaines sont là, bien sûr. Démesurées, galbées, fuselées, des Pontiac au Cadillac. Plus modeste, mais pas moins rétro, cette Vespa de 1961. Le charme à l'italienne. C'est des voitures anciennes, ça se conduit pas comme des voitures récentes, mais c'est vraiment super. Elle a que 3 vitesses, donc ça va à gérer, mais c'est vraiment super. Donc là, voilà, on met une petite goutte d'essence pour le faire démarrer dans les purgeurs. La douanienne est une Renault de 1910. Un de ces taxis de la Marne qui ont participé à la guerre de 14. Sa restauration a demandé 2000 heures de travail. On est tous à peu près dans les mêmes quantités d'heures. Le plus important de tout ça, en fait, c'est quand la voiture peut remarcher et quand on la remet en route après. Ça, c'est le plaisir absolu à la fin de la restauration. Nostalgie ou pas, les mécaniques d'antan font toujours rêver. Elles gardent toute leur séduction en roulant comme au premier jour. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale demain à midi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.